Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier numéro d'Entre Coiffeurs, le MAG. Cette émission est née d'un constat simple. Dans notre métier, on parle beaucoup de techniques, de tendances, de formation, mais au fond, très peu des sujets qui impactent réellement la vie des salons. Le juridique, l'économie, l'organisation du travail, les décisions stratégiques qui peuvent faire basculer la vie d'une entreprise. Pourtant, derrière chaque coupe, chaque couleur, il y a un modèle économique. Et ce modèle est en train de changer. C'est pour cela que nous avons réuni sur le plateau de Entre Coiffeurs le MAG 4 invités qui vont nous permettre d'avancer et de répondre ensemble à ces interrogations. À ma droite, Sofiane Colli, avocat expert du droit du travail et des relations avec l'URSSAF. Il accompagne le dirigeant sur les zones sociales à risque. Il est aussi fondateur de Deria IA, un conseil juridique du droit du travail et de paye dans sa poche, 24 heures sur 24. Bonjour Sofiane. Salut Sébastien, je suis ravi d'être ici, on va bien s'amuser. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Juste à côté, je vous présente Pierre Barré, fondateur d'Hygiène Plus. Tu es un spécialiste de la réglementation liée à l'hygiène et à la prévention. Et aujourd'hui, tu vas nous parler des produits biocides et de la désinfection dans le cadre d'un tout nouveau décret sorti au 1er janvier 2026. Bonjour Pierre. Bonjour Sébastien, merci de ton invitation. Merci à toi de l'avoir accepté également. En face, je vous présente Fabrice Célie, entrepreneur engagé dans l'évolution des modèles économiques de la coiffure. Il est fondateur d'Escobé, un espace et une application dédiée au coworking coiffure. Il développe des solutions concrètes pour structurer juridiquement et économiquement la location de fauteuils. Bonjour Fabrice, c'est bien. Bonjour Sébastien, bonjour messieurs, merci de ton invitation. Avec plaisir. Et last but not least, enfin, Pascal Coste. Bonjour Pascal. Bonjour Sébastien. Alors, tu es à la tête d'un groupe qui compte aujourd'hui plusieurs centaines de salons de coiffure et de points de vente professionnels. Depuis plus de 30 ans, tu développes un modèle mêlant salon, distribution et accompagnement des coiffeurs. Et tu fais partie de ceux qui ont contribué à structurer la coiffure française à grande échelle. Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Écoute, merci à toi et surtout, très fier de participer à la première du MAG Entre Coiffeurs. Merci beaucoup d'être un petit peu notre parrain, justement, pour ce nouveau programme qu'on vous propose véritablement pour faire avancer notre métier. Merci à tous d'avoir accepté mon invitation. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première thématique qui est le coworking et la location de fauteuils. Beaucoup en parlent, mais finalement, très peu savent réellement ce que cela implique. Alors, est-ce légal ? Quels sont les risques ? Peut-on accueillir des apprentis ? Est-ce une solution à la pénurie de main-d'œuvre en coiffure ? Vous avez été très nombreuses à nous poser des questions. Donc, pour cette première enquête, nous allons vraiment décider d'aller au fond du sujet avec des experts qui connaissent les enjeux juridiques et économiques du coworking en coiffure. Sofiane, première question. Je t'écoute. Est-ce que c'est légal ? Le coworking en soi ? Oui. Il n'y a rien qui l'interdit. C'est toujours la même chose en fait quand on lance une activité. La question qu'on va se poser, c'est effectivement est-ce que j'ai le droit ou pas de déployer cette activité. En soi, le coworking, il n'y a pas de réglementation applicable. Alors, si on peut chercher tous les textes pendant des heures, et on ne verra pas d'interdiction formelle à avoir du coworking, que ce soit dans un espace dédié, c'est-à-dire je ne fais que du coworking, tu vas pouvoir en parler, expliquer peu justement ce que tu fais, ou que ce soit dans le cadre d'un salon de coiffure en tant que tel. On va voir et on va, je pense, pouvoir exploiter un peu la problématique pendant tout le long de nos conversations, mais sur le principe, rien n'interdit. Justement, donc il y a une différence entre le salon qui veut faire de la location de fauteuils et le coworking. C'est intéressant justement, Fabrice, que tu nous fasses part un petit peu de ta vision là-dessus. Le coworking, c'est deux business models de toute façon, qui sont totalement différents. Okay, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Le coworking, de toute façon, c'est un patron qui fait de la location d'espace. Okay, donc c'est un statut, un code NAF qui est complètement différent qu'un salon de coiffure. Okay. Et après, à l'autre côté, il y a maintenant ce qu'on appelle des salons hybrides, donc des salons de coiffure traditionnels qui, par souci d'embauche ou par pénurie d'embauche, ont des postes qui sont vacants, donc décident maintenant de mettre à disposition des espaces pour accueillir des freelances. Donc ça, maintenant, on appelle ça des salons hybrides, et eux aussi se mettent à faire de la location d'espace. Et tu vois, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'on se dit tout le temps, est-ce que c'est légal ? Mais parce qu'en fait, on pose la question de la mauvaise manière. En fait, il faut se dire d'où ça vient, à quelle problématique ça répond. Toi, Pascal, on en parlait tout à l'heure.
Tu as déjà réfléchi de toute façon à tout ça. Eh oui, on y a réfléchi, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc ce que je commentais, c'est que la grande réflexion d'un groupe comme le nôtre, c'est de dire jusqu'où on est propriétaire de notre fonds de commerce. Donc quand tu loues un fauteuil, qui est réellement propriétaire de la clientèle qui est faite par le location de fauteuil? Et la valeur de l'entreprise, ça reste quand même la valeur de son fonds de commerce. Donc il y a tous ces débats juridiques qui méritent en tout cas d'être grattés et travaillés, parce que personnellement, en tant que patron d'industrie en termes de coiffure, je pense que dans l'innovation, dans l'évolution de notre métier, ça serait bien d'y aller, d'avancer sur ce schéma, surtout avec la règlement française sociale qui est très très lourde. Alors, justement, donc ça éviterait évidemment... Justement, il y a une vraie différence de statut entre la location de fauteuils dans un salon de coiffure et un espace de coworking dédié. Est-ce qu'il y en a un qui est plus risqué que l'autre? Alors la réponse, elle est dans la question. En fait, dans un modèle de coworking pur, il n'y a pas de risque en tant que tel, sauf un risque industriel, mais ça, je pense que c'est toute personne qui lance une boîte qui le sait, parce qu'effectivement, notre activité, c'est de mettre à disposition quelque chose. Donc on est très clair sur le périmètre et sur ce qu'on veut faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions juridiques qui se posent, hein, et tu les as anticipées, on pourra en reparler, mais sur le principe en tant que tel, de toute façon, on a un objet bien défini. Quand on a un salon de coiffure, notre métier, c'est pas de louer. Notre métier, c'est de dire, effectivement, je vais coiffer. Et je peux coiffer tout seul ou en prenant des salariés. Et c'est justement là où vient le coworking, en mettant à disposition un siège. Alors justement, quels sont les risques URSSAF concrets? Parce que c'est la grande peur de nos spectateurs, l'URSSAF. Oui, alors il n'y a pas que l'URSSAF, hein, je vais être très clair là-dessus. Donc le risque, on l'a compris, hein, vous le voyez venir depuis tout à l'heure, c'est la problématique du travail dissimulé. C'est quoi le travail dissimulé? C'est simple. Vous avez, en France, quand vous avez une activité, vous avez le choix soit d'avoir des salariés, soit d'avoir des indépendants. Si vous avez des indépendants, il faut que ce soit de vrais indépendants. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas sous un lien de subordination juridique. Un vrai indépendant, il fait ce qu'il veut, dans le cadre quand même d'un contrat qui règle un certain nombre de choses, le prix, la qualité de la prestation, etc. Mais globalement, s'il a envie de vous envoyer bouler, il vous envoie bouler, parce que c'est le principe d'un indépendant. Un salarié, lui, il est sous un lien de subordination juridique, donc il est supposé obéir à des ordres et directives, etc., etc. Bon. Donc le risque, il est là, c'est de se dire, si j'ai un indépendant, comment est-ce que je le traite? Et est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à part lui? Parce que lui, bien sûr, il peut se dire, demain, il se réveiller, je ne suis pas indépendant. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient considérer qu'il n'est pas indépendant, peu importe ce qu'on a fait? Alors précisément, l'indépendance, elle a, j'imagine, une ligne qui est assez floue, une ligne de départ qui est assez floue entre la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui définit en fait le salariat déguisé? À partir de quand ça devient un salariat déguisé? Je vais y revenir, mais je veux juste pour justement que les gens comprennent bien de quoi est-ce qu'on parle et comprennent vraiment le contenu du risque. Le risque, il est vis-à-vis de l'URSSAF, il est aussi vis-à-vis des services spécialisés de la gendarmerie de lutte contre le travail dissimulé, il est vis-à-vis de l'inspection du travail. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous avez mis sur votre contrat avec un beau papier en disant ce monsieur est bien indépendant, cette dame est bien indépendante, que pour autant le juge va considérer que c'est le cas. D'accord? Et donc le risque, il est quoi? Il est d'abord financier. Pourquoi? Parce que si l'URSSAF vous contrôle et vous demande votre masse salariale, ce qui est le cas, je veux dire, c'est le cas dans le nettoyage, c'est le cas dans tous les dossiers que j'ai, c'est toujours comme ça, on va regarder votre chiffre d'affaires, on va regarder la masse salariale et on va regarder la masse indépendante, d'accord? Et donc forcément, plus vous avez d'indépendants, plus on va avoir envie de vous dire, mais ces indépendants, en fait, ce sont des salariés déguisés. Là, le risque, il est très clair. Redressement URSSAF, on requalifie la relation de travail en disant c'est pas une relation d'indépendant, c'est vraiment une relation de salarié. Et là, vous prenez des majorations, vous prenez des redressements au titre des cotisations que vous n'avez pas payées, bien évidemment. Et les majorations, c'est 40%. 40% de plusieurs centaines de milliers d'euros. On voit bien qu'effectivement, ça peut faire beaucoup. D'accord? Donc ça, c'est le premier risque. Hein. Ok, d'accord, pardon. Je n'ai pas fini sur les risques. Hein. Je te laisse finir. Tu vois, ça, c'est le premier risque. Deuxième risque, travail dissimulé, toujours, hein, c'est toujours la même histoire. Hein, on dit, voilà, votre situation, c'est une situation de travail dissimulé. On va aller un peu plus loin que ça. Là, vous avez payé déjà la douloureuse à l'URSSAF, d'accord? Mais il y a le risque pénal. Le risque pénal, c'est de dire, mais attendez, effectivement, vous saviez, vous étiez conscient, vous avez organisé un système où vous aviez des travailleurs indépendants. Donc, vous savez ce que je vais faire, monsieur? Je vais vous poursuivre, d'accord, pour travail dissimulé. On peut être poursuivi. On peut être condamné avec, généralement, de la prison avec sursis, avec des amendes civiles et aussi une constitution de partie civile de l'URSSAF. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'URSSAF poursuit les dirigeants en pénal, hein, avec le procureur, tout ça est très bien coordonné, hein, attention, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de coordination de la justice là-dessus, c'est très très bien coordonné. Et donc vous avez une poursuite
au niveau pénal, où là l'URSSAF va s'inviter bien sûr dans les débats et va dire « moi, je vous ai redressé ». Mais là, vous allez prendre une amende civile, mais vous allez peut-être prendre de la prison avec sursis. Ça dépendra effectivement des cas auxquels si vous avez un vrai patron voyou ou pas, en gros, hein, c'est un peu ça l'idée. Oui, et l'URSSAF va demander aussi réparation. Donc là, ça commence à faire cher l'addition. Et enfin, l'inspection du travail. Donc il y a 3 volets. Voilà, il y a 3 volets. Donc, je ne dis pas qu'il faut avoir peur, hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que... Ça fait un peu peur quand même. Oui, mais ça, c'est On normal. va se le dire, je sais pas, Mais ça, c'est normal. Mais en même temps, si on a peur, il ne faut pas faire de l'entrepreneuriat. Sinon, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut avoir conscience de ce qu'on fait et il faut cadrer ce qu'on fait. C'est tout ce que je veux dire. Moi, je ne suis pas là pour vous empêcher de faire les choses. Je suis là pour dire il faut structurer votre activité. Voilà. Exactement. Sofiane, question. Vas-y. Moi, je vois 4 secteurs. Il y a le 4e, c'est est-on dans ce cadre-là, nous, dirigeants du fonds de commerce, on va dire, responsables de la caisse de l'indépendant? Ah, très bonne transition. Merci Pascal. On ne doit pas l'être, surtout pas. Voilà. Donc la caisse commune. Tu poses la question tout à l'heure, et ça rejoint le questionnement de Pascal, c'est de dire quand est-ce qu'on bascule dans le vrai salariat? Il n'y a pas de bonne réponse à ça parce que de toute façon, ce qu'on nous dit depuis le départ, quand on va regarder les décisions, c'est un faisceau d'indices. Donc plus tu vas donner d'ordre, plus tu vas cadrer la relation, plus on va considérer que tu seras effectivement dans du salariat déguisé. Donc s'il y a une caisse commune, si je peux contrôler tes clients, si je peux te donner des horaires, etc., tu bascules dans une relation de salariat. Donc c'est pour ça qu'on dit il faut encadrer. Toi, je crois que tu as déjà bien bossé quand même sur le sujet. Exactement, moi c'est l'expérience terrain. Donc moi-même je suis devenu freelance, j'étais à la tête de plusieurs salons de coiffure, j'ai basculé en tant que freelance, j'ai monté une application qui fait cette mise en relation, un peu le Airbnb de la beauté, tout simplement. Donc je suis quelque part, j'ai besoin d'accueillir ma clientèle, je vais sur l'application et je vais louer un fauteuil, un espace qui me convient. Nous justement pour casser un peu cette partie-là, justement tu m'arrêtes si je me trompe, mais pour pas qu'il y ait de lien de subordination entre le gérant et le freelance, c'est que le freelance, il fait ce qu'il veut en fait. Il a les règles, bien sûr, de l'établissement, donc les règles d'hygiène, les règles bien sûr de respect, mais après, quand il vient quand il veut, il travaille quand il veut, avec la marque qu'il veut, et c'est lui qui fait ses propres tarifications, il a son propre moyen d'encaissement justement, donc on a chacun notre boîtier, on le voit dans les coworking ou dans les salons de coiffure. Les marques de produits, c'est pareil. J'ai une petite étagère où je peux vendre les marques que je souhaite vendre de mon côté. Et le gérant, il n'est pas au courant du tout de la clientèle ou de mes horaires. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, ce que reproche généralement, moi dans tous les dossiers que j'ai eu à gérer, en fait, ce que reprochent généralement les administrations, c'est de dire vous ne jouez pas vraiment le jeu. Vous avez des indépendants, mais vous ne jouez pas vraiment le jeu de l'indépendance. Ils veulent quand même contrôler. Voilà. Le contrat de prestation de service, on peut régler un certain nombre de choses. On peut se dire, par exemple, on peut essayer d'encadrer en disant, effectivement, je ne peux pas regarder ce que vous faites en termes de CA, je ne peux pas regarder votre clientèle, vous avez le droit, effectivement, de venir, vous avez les clés, etc. Ça, c'est bien. Mais il faut vraiment que dans la pratique, vous mettez ça en place. Ce n'est pas juste un contrat, c'est qu'est-ce que vous allez faire au quotidien. Comment il est appliqué finalement? Est-ce que vous êtes vraiment en mode, j'ai un indépendant, je le gère comme un indépendant. C'est le problème qu'on a justement avec toutes les personnes qui se renseignent, je les appelle tous les jours, moi, de salons qui souhaitent passer le pas, mais qui veulent garder la main mise, parce qu'il y a le côté affect déjà, parce qu'ils accueillent des personnes dans leur propre salon, et ils ont toujours peur de perdre un peu la main mise sur leur salon, et c'est un peu les stars, donc c'est normal, ils voient arriver des freelances qui sont souvent très doués, il faut dire ce qui est. On en parlait tout à l'heure, les freelances souvent, s'ils se mettent à leur compte, c'est qu'ils ont de l'expérience et ils ont souvent une image qui représente, donc voilà, il y a toute une DA qui va autour, donc ça donne aussi envie. Donc ils ont peur de ça aussi, un peu de faire entrer un peu la concurrence dans leur propre salon. Et du coup, ils essaient de maîtriser un peu trop. Et en fait, moi, j'essaie de leur dire, arrêtez, laissez-le. Vous mettez à disposition du matériel, un espace, une mise à disposition de fauteuils, miroirs, tout ce que vous voulez. Et après, le freelance, il se débrouille. Alors, justement, donc concrètement, imposer des horaires, par exemple, ou créer une caisse commune, c'est déjà un problème dans ce que vous avez dit. C'est la zone grise pour moi. C'est la zone à ne pas franchir. C'est la zone à ne pas franchir. Ok. Alors, quels seraient les 3 blocs indispensables pour être conforme? Les 3 blocs indispensables pour être conforme, déjà, c'est un contrat qui est clair et qui explique effectivement quels sont les droits et les devoirs de chaque partie au contrat. Mais ça, c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que là, on parle des indépendants, mais il faut quelque chose qui soit clair. Donc un contrat écrit solide. Un contrat écrit solide, ça, c'est le premier point. Le deuxième bloc, c'est la pratique.
Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour effectivement faire en sorte que la personne, elle se sente comme chez elle? Vous lui louez juste un espace. Il D'accord. faut rappeler quand même que c'est ça le deal. Vous lui louez un espace, elle n'a pas d'espace. Vous avez un besoin, c'est de remplir votre espace parce que ça vous coûte de l'argent tous les jours de ne pas avoir un fauteuil qui est occupé. Ça s'arrête à là. Donc il faut, un contrat solide. Une vraie indépendance. 2, il faut effectivement en pratique qu'on voit bien cela quand on vient chez vous et qu'on le voit et qu'on peut constater qu'il y a une vraie indépendance. Et 3e point, c'est le volet administratif. Sur le volet administratif, je rappelle que vous avez des obligations de vigilance et que vous devez quand même contrôler la facturation qui vous est faite. Donc c'est les 3 blocs indispensables. D'accord. Je peux rajouter Très une intéressant. dernière chose, c'est aussi normalement vous êtes censé contrôler aussi le professionnel, vérifier qu'il soit bien, qu'il ait bien un statut juridique, une assurance Exactement. responsabilité Alors, professionnelle. Tu as raison Fabrice, il y a une analogie que je fais très souvent là-dessus, c'est par exemple un livreur qui n'a pas de véhicule et qui voudrait travailler pour une entreprise qui fait des livraisons. Il peut aller louer un véhicule, mais il n'a pas de lien de subordination par rapport à ce loueur de On lui véhicule. demande au moins un Mais permis il a besoin, sur Uber exactement. par exemple. Il a besoin de 2 choses. Il a besoin de son permis de conduire, un CAP en coiffure par exemple, et d'une assurance de Responsabilité mobile. civile, ouais. Et c'est la responsabilité civile. Donc ça veut dire que les 2 conditions déjà pour devenir freelance ou louer un fauteuil chez un loueur, c'est d'avoir un CAP plus 3 ans d'expérience, puisqu'a priori c'est les mêmes conditions que pour ouvrir un salon de coiffure, hein, c'est bien ça. Et puis en même temps donc un contrat d'assurance de responsabilité civile, c'est-à-dire les mêmes éléments nécessaires à l'ouverture de n'importe quel Il y a un statut. Et un statut. Il faut un statut. Micro-entreprise, ou SASU, peu importe, mais un statut en règle et conforme. Pour le contrat, Sofiane, est-ce que c'est un contrat qui va lire les 2 parties, qui pourrait ressembler à un bail finalement? C'est à peu près effectivement Presque ça. un bail, avec des engagements, avec des droits et des devoirs. Exactement. Parce que ce que tu fournis là, c'est pas un. En fait, tu ne t'engages pas à fournir une prestation de service. Tu t'engages à louer une partie de ton local. Faut-il avoir l'autorisation de son propre bailleur de sous-location? Bien évidemment. Voilà. Mais ça, Clairement. justement, ça, c'est pour faire de la partie sous-location. Nous, on a réfléchi ça un peu en amont et différemment, parce que justement, les baux, surtout dans les grandes villes, sont très compliqués. Tout à fait. Moi, je sais pas, dans tes baux, moi, je sais que je ne pouvais pas sous-louer, c'était strictement interdit. Mais par contre, du coup, on ne fait pas de la sous-location d'espace, on fait de la mise à disposition d'un corner, d'un tabouret, avec une glace. Voilà, donc Mais c'est quand même un bail. C'est-à-dire que c'est quand même une location de quelque chose. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est que concrètement, tu ne loues pas la. Mais ce n'est plus une sous-location d'un. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne loues pas la valeur de travail de quelqu'un. Et c'est ça aussi un élément différenciant par rapport au contrat de travail, c'est que tu ne loues pas la force de travail de quelqu'un. Quand tu emploies un salarié, à la base, c'est quoi que tu fais? C'est que tu achètes la valeur de travail de quelqu'un, à un prix que tu as négocié, avec un code du travail très complexe, etc. Là, ici, tu vas dire, je ne loue pas votre compétence, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que moi, j'ai de l'espace disponible, j'ai du matériel disponible, je vous loue et vous faites votre bail. Dans le sens, vous faites votre travail. Moi, je ne loue pas votre travail. Et c'est important parce que vraiment, ce n'est pas qu'une question de qualification juridique, c'est de se le mettre dans la tête que ce que je vais louer, ce n'est pas votre force de travail. Et je ne vais pas compter sur vous pour ramener de la clientèle. Parce que, comme tu l'as dit, Pascal, et peut-être que tu peux en parler, ça pose quand même plein de problèmes économiquement. Alors, encore plus pour toi, vu la taille de ton groupe, à voir effectivement si ça peut être sympa pour d'autres. En fait, c'est que tu prends dans notre cas aujourd'hui, la valeur de ce groupe, c'est finalement la valeur de ces fonds de commerce, générés par une masse salariale qui génère du chiffre d'affaires. Demain, si au travers de cette masse salariale et de ce chiffre d'affaires, je devais augmenter de 30 ou 40%, je dirais ce quota. Ces 40% ne seraient pas rentrés dans le cadre de la valorisation de fonds de commerce de mon entreprise. Donc ça veut dire que finalement, c'est un travail qui rentre et qui sort, mais il n'y a pas de capitalisation au travers de ça, puisque la clientèle appartient à ce fameux indépendant qui a son bail, elle n'appartient pas au fonds de commerce, donc je trouve que c'est là où il faut gratter aussi. Dans la valeur d'une entreprise, c'est ce qui fait la valeur du fonds. Tu fais une carrière, la légitimité de ta carrière, c'est à la sortie de vendre, d'en tirer un profit et de réaliser ton travail. Donc là, ça pénalise, ça veut dire qu'il faut vraiment que ce soit, entre guillemets, très juteux, pour qu'au passage, ça te permette une méga exploitation, parce qu'il faut prendre conscience que tu pénalises ton capital. Voilà. En tous les cas, ce sera moins juteux, c'est toujours pareil. La location ramène moins d'argent, il faut savoir ça quand même. On me pose souvent cette question-là. Un salon qui a 6 coiffeurs qui tournent rapporte plus d'argent qu'un salon avec 6 fauteuils qui sont à louer. Okay. On peut donner un peu l'estimation de valeur des locations? En moyenne, c'est 1 000 € le mois.
1000 Pour euros un le fauteuil mois. de coiffure, ouais. Donc il y a un engagement mensuel. On ne peut pas dire je vais travailler 2 jours, je Si, disparais. justement, je si, peux. selon, selon les règles, parce qu'on ne travaille pas avec la totalité des coworking en France. Nous, on a à peu près 80% du parc en France actuellement, des coworking. Et j'ai des salons qui demandent sûrement des renseignements pour passer en hybride. Donc en moyenne, c'est à peu près ça. C'est à peu près 80-100 euros la journée. D'accord. Et l'heure, ça varie entre 10 et 15 euros. Donc oui, on peut louer à l'heure, à la journée ou au mois. D'accord. Alors, j'ai une question justement qui va dans ce sens, parce que c'est une question qu'on a posée vous avez posée dans le groupe Entre Coiffeurs. Est-ce qu'on peut transformer un salarié en coworker? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que l'URSSAF peut considérer que c'est un contournement? C'est toujours pareil, c'est jouer un peu dans la zone grise. Déjà, pour moi, il n'y a aucun intérêt de passer un salarié qui est rentable en freelance, parce que finalement, il va me coûter plus cher. Alors, ça dépend, parce que dans le contexte qu'on m'a précisé, par exemple, c'est dans le cadre de coiffeurs qui ont créé leur salon il y a quelques années, qui arrivent en fin de carrière, qui sont peut-être propriétaires des murs, et qui se disent « Ok, j'ai pas forcément envie d'arrêter, j'aimerais bien transformer mon salon en espace de coworking, mais j'ai des salariés. » Donc la question, Alors là, c'est une transformation totale ou pas? Parce que Oui. si c'est dans le cadre d'une transformation totale, pourquoi pas? Mais effectivement, on est dans une zone grise parce que ça veut dire que tu as rompu le contrat avec tes salariés, j'imagine soit via une démission, soit plus probablement via une rupture conventionnelle. Dans ce cadre-là, tu as quelqu'un qui était subordonné à toi et qui va finalement venir bosser là où il bossait en tant que salarié. Très clairement, ça sent mauvais pour l'URSSAF ou pour toute personne qui va contrôler l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, il y a un risque absolu. Moi, j'ai déjà eu un dossier où on avait un agent commercial qui ensuite est passé statut salarié puis qui est redevenu agent commercial. Au final, il n'y a pas eu de condamnation au travail dissimulé, mais c'est toujours la même chose, ça dépend de comment est-ce qu'on a traité le sujet. Si le salon devient un espace exclusivement de coworking, ça fait sens. Effectivement, j'ai transformé mon activité, je ne mets plus que mon salon à disposition et terminé, merci, bonsoir. Et donc, je n'ai plus d'intervention finalement, si ce n'est en fait, j'ai juste un local que je mets à dispo. Ça me va. Par contre, si tu as en hybride quelqu'un qui a un salon de coiffure et qui veut juste faire de l'hybride et il a un salarié avec qui il s'arrange en disant écoute, tu vas devenir indépendant, Oui. là c'est mort. Parce que c'est ça que ça cache. Ok. Non mais c'est ça que ça cache, ce genre de questions. Ça fait longtemps que je bosse sur les dossiers comme ça. Et Voilà, au-delà- faut se dire la vérité. Et cumulé au risque dont tu faisais allusion, Pascal, il y a quelques minutes, c'est-à-dire le fait de dévaloriser en fait ton entreprise. Sous prétexte finalement, tu as raison, que en fait tu vas te couvrir de toute la complication sociale, parce qu'aujourd'hui il faut dire un chat, il faut être réel de ce danger d'avoir beaucoup de salariés avec des comités d'entreprise et autres. Donc finalement, de se dire la facilité, c'est le tout s'est transformé en location, mais c'est aussi dévaloriser son fonds derrière. Il n'y a jamais de perfection de toute façon, mais je crois que les deux comme ça, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Alors, Je crois beaucoup plus je pense que c'est dans faisable, l'espace c'est coworking. pareil. Et beaucoup trop risqué dans un le hybride, cadre ouais. du salon qui croit compenser. Parce que moi, je retiens une chose que tu as dit, et de par ton expérience, c'est plus rentable un salarié que finalement un fauteuil. Donc, c'est peut-être se cacher la face en croyant Maintenant, le problème, c'est que on a du mal à trouver des salariés et Oui, des bons alors, salariés justement. qui fidélisent. Et c'est ça le problème en fait. justement, Fabrice, merci parce que On pense avec ça justement. tu m'offres en fait cette transition, c'est l'impact en fait que le coworking ou la location de fauteuils vont avoir sur le métier. Mais avant de parler de pénurie, j'ai quand même une question qui est revenue de manière très très fréquente dans le groupe. Peut-on encore prendre des apprentis? Là, je parle vraiment de la survie de la filière. On a besoin de nouveaux arrivants en coiffure. Donc, dans le cadre du coworking ou de la location de fauteuils, peut-on prendre des apprentis? Alors, il faut avoir des salariés pour pouvoir prendre des apprentis, c'est la loi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable, il faut un tuteur. Donc, ça peut être le patron, bien sûr, ou la patronne, ça, c'est pas un problème. Mais si tu n'as plus de salariés, que tu n'as que des indépendants, dans le cadre du coworking, tu vas le former sur quoi? Tu vas le former sur rien du tout. Sur les contrats de location, peut-être? Non, oui, sur le contrat de location, c'est quand même pas le but de la personne qui fait un CAP coiffure. Donc, de toutes les manières, l'apprentissage, il est conditionné au fait d'apprendre un métier. Donc, le métier, c'est le métier de coiffeur ou de coiffeuse, peu importe. Donc, si tu ne fais que du coworking, tu ne pourras pas prendre d'apprenti. Mais est-ce qu'il peut suivre? Il peut bien suivre le coiffeur qui loue un coworking. Mais il faut Selon son qu'on statut. coiffe. Il faut que le coiffeur qui loue coiffe. Parce que moi S'il y je a plus commence à avoir pas personne mal qui de coiffeurs qui commencent à grossir, même en coworking, Oui. qui commencent à louer 1-2 fauteuils, même tout seul, ils louent Oui. 2-3 fauteuils, et qui on commence à embaucher en fait. En fait, avant de passer le cap. Exactement. Avant de passer le cap, parce que ça coûte, c'est des frais d'ouvrir un salon,
et on n'a peut-être pas spécialement Alors, trouvé aussi le bijou qu'on souhaite, où on souhaite s'installer. En attendant, on grossit dans le coworking, on prend un apprenti pour seconder, pour s'alléger aussi, Oui. et on loue 2 fauteuils, 3 fauteuils, même au sein Alors, du coworking. question, justement, je rebondis sur ton sujet, Fabrice. Est-ce qu'on peut faire l'inverse? C'est-à-dire, j'ai loué un fauteuil, et finalement, ça passe très bien avec cet indépendant, et j'aimerais le salarier. Ah bah oui. Bah, L'inverse est totalement possible, il n'y a aucune Et là, difficulté on n'est pas là-dessus. embêté ni par. Ah là, tu es ça, embêté ni par rien du tout. Il n'y a personne qui va te reprocher d'avoir salarié quelqu'un. Tout au plus, on va peut-être essayer de se dire pourquoi vous ne l'avez pas salarié plus tôt. Mais bon, j'ai envie de dire non, tu n'as pas de risque. Non, mais ce qui est intéressant sur la pénurie et sur les problématiques, alors qui sont en fait pas que liées à la coiffure, hein, on les a partout. Même nous, avocats, on a du mal à recruter des juristes, etc. Comment Ah bah si, même nous, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Moi, ce que je trouverais d'intéressant, c'est un peu d'avoir votre expérience. Pascal, toi, tu as un groupe, tu as une marque. Comment tu fais pour attirer du monde? C'est quoi la marque employeur que vous défendez Alors, aujourd'hui? nous, c'est très simple. La priorité, ça a été suite au Covid, ça a été ce qu'on a appelé la grande démission. Oui. Et c'est simple, on le voit. Avant Covid, je crois 7000 coiffeuses auto-entrepreneuses. Aujourd'hui, je crois qu'on doit frôler les 30 000. Plus. Donc, On est à voire 30, 37 000. Donc, vous voyez, il y a vraiment une fuite en avant sur ce côté liberté, faire ce que je veux, d'être dépendante de mes propres horaires. Alors, ce qui correspond aussi à un âge de nos coiffeuses, qui sont quand même assez jeunes et qui sont dans un cadre de vie avec des enfants et autres. Donc, ils ont besoin aussi de cette liberté qu'on peut moins avoir quand on est salarié. Nous, la technique, elle était simple. On a créé des écoles, des académies, là où on avait le plus de salons, dans le sud-ouest, dans le nord à Lille et à Nice, dans le sud-est. Et à travers de ces académies, on recrute chaque année 300, 400 jeunes qu'on forme systématiquement en faisant contrat de CAP, première année, deuxième année. Les CAP font une semaine dans nos académies, obligatoire par mois, une semaine dans nos salons, obligatoire par mois, une semaine au CFA, obligatoire par mois, et retour en académie systématiquement. Ce qui fait qu'en fait, on a tout un cursus accéléré, ce qui nous a obligés en fait de garder cette maintenance et d'accélérer. Seule problématique, c'est qu'il faut être honnête aujourd'hui, quand vous recrutez 300 jeunes en CAP, on va dire en 2025, Combien on reste? il vous en reste 50% fin 2026. 50%, mais Et à la sortie, c'est quand limité. vous arrivez au brevet, il va vous en rester honnêtement 20% et vous êtes content quand vous avez 20%. Il y a malheureusement un déchet énorme de tous ces jeunes qui rentrent dans le métier et qui finalement ne s'y retrouvent pas. Il y a plusieurs raisons. Donc il faut d'abord se regarder à soi-même. Il y a peut-être aussi la raison de nous, de notre encadrement, de nos exigences qui ne correspondent plus à la génération Z. Ça, c'est se redéfinir. Dernièrement, on a fait une formation à tous nos patrons, à tout notre encadrement de la succursale sur aujourd'hui, on est tous dans une génération de quadra, quinca. Comment parler à cette génération Z? Comment leur faire comprendre, comment les faire briller au travers de ça? Donc, et en plus, comment préparer Alpha qui arrive derrière? Donc ça va être important. Donc nous, la technique, elle est là. C'est d'en recruter beaucoup, d'en former une masse énorme pour à la sortie, de toute façon, on sait qu'il y a une grosse déperdition à en avoir, et essayer de les garder. Donc ça, c'est vital, primordial, et d'inciter tous nos partenaires à, je veux dire, avoir des apprentis. Donc dans tous nos salons, c'est un première année, un deuxième année, un brevet première année, un deuxième année, et c'est ce qui nous permet d'avoir une rotation. Malgré cela, c'est quand même compliqué aujourd'hui parce que les clients, on les a. De faire face à les pénuries. On a les clients. Anticipé déjà, Voilà, on a anticipé, on a mis des filières à l'international aussi en amont pour remonter en fait du recrutement. Mais voilà, la partie des jeunes, elle est là. Par contre, je crois qu'il y a un lobbying fort à faire. C'est peut-être au niveau des instances éducatives, des CFA et autres, où on est complètement largué, où le métier ne brille plus. Même. Quand vous avez un gamin qui va à l'école et qui encore apprend à rouler des permanentes ou à faire, enfin, je veux dire, sur des méthodes et des techniques qui ne correspondent plus du tout au marché d'aujourd'hui. Quand vous avez des profs qui les éduquent plus dans un côté social, en expliquant que finalement ils sont presque dans la culture l'ennemi du patron, je crois que c'est là qu'il faut revoir à la base le système éducatif donc de tous ces jeunes pour refaire briller, redonner un blason entre guillemets à ce métier. La valorisation du Le métier. syndicat devrait agir là-dessus justement. Alors, la valorisation du métier, Pascal, j'espère en tout cas que cet appel sera vu, lu et entendu et que un maximum de gens de la communauté et au-delà de cette communauté, un maximum de coiffeurs, de professionnels, de tous les acteurs, des marques engagées, des distributeurs, de tout le monde dans la coiffure saura répondre à cet appel parce que c'est vrai que c'est fondamental pour la durabilité du métier. En somme, ce que je retiens de vos échanges, messieurs, c'est que le coworking, c'est ni une fraude, ni une solution miracle.
en réalité. C'est un hybride, comme tu l'as dit Fabrice, entre un les nouveau deux. business. C'est un modèle possible, C'est un besoin économique exprimé par la profession qui n'est pas encadré. mais un modèle qui demande une indépendance réelle. Ah, mais complètement. Exactement. Une organisation rigoureuse, avec un Tout à fait. contrat solide, ça fait partie des 3 bases dont tu parlais tout à l'heure, et puis surtout une cohérence, j'ai retenu ça, une cohérence entre ce que l'on signe et ce que l'on fait au quotidien. Tout à fait, sinon ça n'a aucun sens. Il n'y a que les faits qui sont importants dans la vie. Donc le droit ne regarde pas les intentions, tu dis cette phrase assez souvent, le droit ne regarde pas les intentions, il regarde les faits. Donc dans les faits, si vous avez un contrat bien encadré mais qu'il n'est mal appliqué ou que vous avez des petits arrangements, et ben c'est là où effectivement la location de fauteuil, voire même le coworking, peuvent devenir dangereux. C'est vrai que c'est bien de passer par une plateforme. Je pense que, Sécuriser tout ça. C'est vrai. je pense que il y a plusieurs choses qui ont été dites qui sont intéressantes. Moi, je retiens 2 éléments importants. D'abord, le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de statut. Oui. Et qu'effectivement, demain, il pourrait y en avoir un. Mais ça suppose effectivement de faire du lobbying et de s'exprimer et de prendre la parole, ce qui est fait aujourd'hui. Tu anticipes sur ma question. Ah bah, excuse-moi. Non, je voulais te dire, toi, la conclusion, je vais te laisser le mot de la fin, Sofiane. Toi, en tant qu'avocat, en tant qu'expert du droit du travail, est-ce que tu penses qu'on aura bientôt un encadrement spécifique de la location du fauteuil? Non, parce qu'en fait, l'encadrement légal vient toujours de la pratique. C'est-à-dire que, en fait, la loi, elle est le reflet de la société. D'accord ? Donc, on vote des lois parce qu'effectivement, il y a un besoin qui est exprimé, qu'il soit mauvais, qu'il soit bon, peu importe, mais il y a un besoin qui est exprimé. Donc, si la profession ne se mobilise pas autour du sujet, il n'y aura pas d'encadrement et on restera dans ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et ça n'évoluera pas. Donc, pour que ça évolue, il faut effectivement qu'il y ait un vrai lobbying. Il ne faut pas avoir peur des mots. Le lobbying, ce n'est pas mal en soi. Il y a un besoin économique, il y a des acteurs qui y répondent déjà. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on cadre tout ça ? Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que cette émission, c'est dans cette démarche-là précisément qu'elle s'inscrit, avec les 4 experts que nous avons convoqués aujourd'hui. C'est comment on arrive enfin à s'unir au-delà de nos batailles d'ego, au-delà de nos discours qui peuvent être parfois distincts les uns des autres. Finalement, je remarque qu'il y a beaucoup d'initiatives de part et d'autre, mais que ces initiatives sont souvent individualistes, souvent aussi nourries par un orgueil personnel. Alors qu'en fait, ces initiatives, elles pourraient servir à la valorisation de la coiffure, parce que finalement, c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est valoriser notre métier, donner des perspectives pour les jeunes, créer un statut clair pour la location de fauteuils et établir les bases fondamentales d'un développement du coworking de façon éclairée en France. Merci à toutes et tous, d'avoir répondu à ce premier sujet. J'aimerais maintenant qu'on aborde la deuxième partie de cette émission et on va parler d'une obligation que les coiffeurs découvrent à peine aujourd'hui. On va parler avec Pierre. Donc Pierre Barré, à nouveau, merci d'avoir accepté cette invitation. Tu as très peu pris la parole jusqu'à la fin. Je l'ai noté. Hein. Mais tu vas pouvoir te rattraper dans cette rubrique parce que là, maintenant, on va parler d'un nouveau décret qui vient modifier les obligations en matière de désinfection et d'utilisation de certains produits biocides. Alors, c'est un décret qui est passé, je crois, sur le 1er janvier 2026. Beaucoup de salons pensent être en règle, simplement parce qu'ils nettoient correctement les outils ou les lieux de travail. Mais en réalité, aujourd'hui, la question n'est plus seulement est-ce que je désinfecte, c'est suis-je formé légalement pour utiliser les produits que j'ai dans mon salon. Alors, avant de te poser la première question, moi j'ai apprécié dans la préparation de cette émission parce que tu m'as partagé un message écrit très clair où tu m'expliques que ce décret a un objectif précis. C'est encadrer l'usage des biocides pour protéger la santé humaine et préserver l'environnement. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous expliquer ce que cela signifie concrètement pour un salon de coiffure ? Alors, les salons de coiffure doivent désinfecter leur matériel, c'est ce qu'on a vu en CFA, avec des produits qui répondent afin de ne transmettre aucune infection contagieuse de client en client. Et ces désinfectants sont des biocides. Les biocides sont des produits qui sont destinés à tuer des micro-organismes, donc ils sont quand même dangereux, et ils ont un impact sur la santé humaine et un impact sur l'environnement. Et l'objectif du ministère de la Transition écologique est d'encadrer cet usage afin d'apporter cette réglementation et qu'il y ait une meilleure utilisation de ces produits. Donc, on ne parle pas seulement d'hygiène, mais on va parler de responsabilité sanitaire et environnementale. Tout à fait. L'objectif, c'est de se protéger, protéger les autres et préserver l'environnement. Protéger les autres, c'est casser cette chaîne de transmission qu'il peut y avoir entre les clients.
par exemple. Par exemple, on va utiliser le matériel de client en client et le fait de le désinfecter, on va casser cette chaîne de transmission puisque avec un peigne, on a toujours eu la cliente, j'ai un grain de beauté avec la brosse de serrer le brushing et on a toujours le grain de beauté qu'on peut érafler et transmettre de client en client. Même ça, c'est suffisant pour une contamination même. Ah, tout à fait, on va venir érafler, récolter et après transmettre potentiellement de client en client. Et l'objectif entre la réglementation et les produits, c'est de casser cette chaîne de transmission. D'accord. Ensuite, en cassant cette chaîne, on va aussi limiter le risque de contamination croisée du client au professionnel. Alors, aujourd'hui, il existe plusieurs systèmes avec une certaine confusion, stérilisation, désinfection. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus, s'il te plaît? Pour moi, très clair, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans ce secteur tout en étant coiffeur. La stérilisation est réservée au médical avec 7 étapes, dont le nettoyage, le trempage, le rinçage, séchage, et après c'est l'autoclave. C'est ce qu'on retrouve chez les dentistes et en milieu hospitalier. C'est la réelle définition de la stérilisation. Tout ce qui est UV, j'ai beaucoup plus de mal puisqu'on ne connaît pas le spectre d'action des lampes, on ne connaît pas l'usure des lampes. Et Toujours pas maintenant, parce que ça fait des années. C'est très flou. Et pour attendre entre 15 et 30 minutes pour désinfecter une paire de ciseaux, si on considère que c'est désinfecté, aujourd'hui, en 1 minute, on peut le faire devant la cliente, en utilisant des produits reconnus d'efficacité sur lesquels on va avoir des autorisations de mise sur le marché, des fiches de données de sécurité. Tout ça est très bien encadré à ce niveau-là. Alors, Oui. bien sûr, Pascal, au contraire, Ça veut dire avec que plaisir. si j'ai un stérilisateur sur le banc de coiffage, c'est du marketing. Ah, ça va rassurer au niveau visuel les clients parce qu'il y a la lumière Voilà, bleue. Pure opération marketing, pour moi. Mais en ce qui me Et les nettoyeurs de brosse, également, parce que Voilà. avec la vapeur. chacun fait. Mais si on veut marquer des points, ne serait-ce que sur la qualité de service et apporter une réelle désinfection, ça va être de le faire devant la cliente. Je vous demande un instant, je désinfecte, on nettoie avec un spray. En 1 minute, c'est la important. cliente, elle est. C'est important de le faire devant la cliente. Ça rassure. Si c'est pas fait devant, elle ne sait pas si ça a été fait. Combien de fois il y a on l'a vu en salon, tu dois le voir, une brosse qui tombe, un peigne qui tombe, le collaborateur qui est pressé, c'est le samedi ou autre, on ramasse, on remet dans la tête de la cliente. Donc c'est vraiment une habitude à prendre. C'est l'objet d'ailleurs. réflexe. C'est l'objet d'ailleurs de ce décret. Hein. Alors je crois que ce décret ne concerne pas seulement les coiffeurs, mais il va concerner aussi les acquéreurs, les décideurs, les distributeurs, donc plus largement dans le métier de la coiffure. Alors, ce certi biocide désinfectant est le tronc commun des 3D. La deuxième partie des 3D, c'est sur les nuisibles, et la troisième partie, ce sont sur les autres produits. Là, on ne parle pas de stérilisation. Hein. C'est un Non, c'est de la désinfection, c'est l'usage des désinfectants, la réglementation, décrypter une fiche de données de sécurité, aller chercher des informations, le choix du désinfectant par rapport au métier. Ce n'est pas que pour les coiffeurs, c'est tous les métiers qui utilisent, que ce soit le nettoyage et autres, des produits biocides destinés à tuer des micro-organismes. Alors, si je veux acheter un produit donc désinfectant, il y a une règle, hein, il y a une norme, ça s'appelle, je crois, les TP2. TP2. Alors, on va avoir les TP2, c'est pour tout ce qui est matériel qui n'est pas en contact direct avec l'homme ou les animaux. D'accord. TP3, ça va être tout ce qui va être vétérinaire. Et TP4, c'est tout ce qui est réservé à la chaîne alimentaire. Donc, le milieu restauration a des formations HACCP, le milieu de la santé a des formations en hygiène et sont vraiment les utilisateurs du matériel qui doivent utiliser des TP2, voire des TP4. Donc au final, c'est une obligation, la désinfection. Ah, c'est une obligation pour les acquéreurs, les décideurs et les distributeurs. Aujourd'hui, normalement à partir du 1er janvier 2026, puisque c'était 2025, ça a été reporté en 2026, si un coiffeur veut acquérir des désinfectants pour son salon, il doit présenter ce certibiocide qu'il aura eu suite à la formation, qu'il aura validé. C'est une certification, c'est une formation de 7 heures, un jour prise en charge par les OPCO, pour acquérir, pour pouvoir acheter des désinfectants, que ce soit des lingettes, des sprays, des... Et les vendre également. Alors ça, c'est le distributeur. Oui. Le distributeur doit également être titulaire de son certibiocide, ou les groupements, par exemple, pour à la tête dire on va cibler tel type de produit, c'est-à-dire choisir le désinfectant idéal pour pouvoir après le diffuser par rapport à une utilisation métier. D'où la notion de formation, c'est-à-dire que je ne peux pas simplement acheter un produit sur un site en me disant c'est OK, il faut vraiment que j'aille sur des espaces avec cette certification. Tout à fait. Et bien faire la différence entre les désinfectants ménagers, ce qu'on appelle désinfectants ménagers qui vont être des détergents, et quand on regarde ce sont que des bactéricides, mais qui sont ménagers et qui n'ont en rien d'impact sur la désinfection du matériel. Alors sans placer de produit, le Sanitol... On oublie.
On oublie. Dans ce cadre-là, alors justement, donc, ce n'est plus une question de bonne pratique professionnelle, ce que j'entends, mais c'est une obligation réglementaire qui est maintenant encadrée. Tout à fait, et je pense que c'est très bien, comme ça l'est également sur la formation professionnelle, où on demande de plus en plus d'exigences pour qu'il y ait un meilleur ratio dans l'acquisition des connaissances et des compétences. Là, ça va être de la responsabilisation de tous les acteurs pour utiliser des produits qui vont protéger la santé humaine, et surtout sur la partie environnementale, limiter l'impact surtout sur les rejets, et notamment les stations d'épuration et les rejets. Oui, parce que, Sofiane a une question, mais juste avant, tu me parlais de l'explosion en termes de pourcentage de l'utilisation. Donc ça a une conséquence, ça a un écho environnemental en réalité. Ah oui, puisque c'est un biocide qui est biocide, tuer la vie. Donc, je veux dire, si on ne l'utilise pas à bon escient, d'un côté, il y a les pesticides, de l'autre côté, il y a les pesticides sur le côté phyto qui protègent les végétaux, et nous, on est sur le côté biocide. Oui, c'est un impact sur les animaux, sur les mammifères, sur la faune aquatique. Cette explosion, c'est post-Covid également? Tout à fait, plus 155%. En 10 ans, on avait vu plus 10%, 7% par an, et là, Covid, ça avait explosé à 155% parce qu'on a utilisé de l'hygiène à tort à travers, et ce qui crée, in fine, une résistance aux désinfectants, c'est-à-dire que les bactéries vont être de plus en plus résistantes. Comme on a une résistance aux médicaments. Les antibiotiques, par exemple? Tout à fait. D'accord. Moi, ce que je trouve intéressant avec ce décret, c'est que généralement, la norme environnementale est vue d'un assez mauvais œil, malheureusement, parce qu'on pense qu'elle est là pour empêcher finalement l'entrepreneuriat, alors qu'en fait, elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'on ne peut plus ignorer ce qui est en train de se passer sur notre environnement. Je pense qu'on en parle suffisamment pour que, justement, on en ait conscience. Je pense que les jeunes sont encore plus sensibles à ça. Je pense que quand on fait travailler des gens, on n'a pas spécialement envie qu'eux aussi, finalement, tombent malades à cause des produits qui vont inhaler toute leur vie. Simplement, on en prend conscience et on produit de la norme aujourd'hui. Cette norme, elle est logique. Elle est constitutionnelle en plus, donc de toute façon, on ne peut pas y couper. Mais c'est important de communiquer dessus de manière positive en disant ce que ça va apporter. Et en fait, aujourd'hui, ce n'est pas juste voir les choses à travers le prisme, mais c'est ce que j'ai bien aimé avec le discours qui vient de nous être servi aujourd'hui, c'est de dire, en fait, c'est juste l'aboutissement de quelque chose. Effectivement, il y a la loi, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est toujours la même chose. Il faut prendre les choses de manière positive et se dire, OK, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que ça va apporter finalement pour nos clients et nos clientes? Et c'est ça qui est aussi intéressant avec la norme, c'est que c'est quelque chose dont on va pouvoir communiquer finalement sur ces produits et sur nos méthodes auprès de notre clientèle. Et c'est ça aussi le bénéfice de la norme environnementale, c'est d'expliquer positivement à quoi ça sert. Au-delà du fait que nous, on le comprend tout de suite, on peut aussi l'expliquer à notre clientèle et aussi le communiquer auprès de nos salariés en disant, vous voyez ça, c'est peut-être un coût supplémentaire, mais je suis content parce qu'effectivement, ça va vous protéger, etc., etc. Et tout ça, en fait, on oublie de communiquer là-dessus. Il faut communiquer dessus. Transformer une obligation réglementaire en un avantage concurrentiel, c'est aussi une démarche que tu proposes, Pierre, parce que du coup, donc, tu vas également mettre en place des formations qui vont permettre d'accompagner à la fois les coiffeurs, mais également les distributeurs, etc., donc toutes les personnes. Tout à fait, on a reçu l'habilitation ministérielle, du ministère de la Transition écologique pour justement dispenser cette formation et transmettre ce message. Concrètement, dans les salons, la mise en application d'une hygiène systématique. Alors on va revenir sur le règlement sanitaire départemental de ne transmettre aucune infection contagieuse, mais c'est surtout valoriser l'expérience client avant, pendant, après, de pouvoir garantir à la cliente que le peignoir est propre, de lui dire un instant, je désinfecte mon matériel. On monte en gamme, on offre du luxe pour 10 centimes, moins de 10 centimes d'euros par client quand on le fait. En 1 minute, le matériel est désinfecté et on apporte du luxe dans les salons. Et c'est ce qu'ont compris certains grands aussi réseaux, c'est de pouvoir avoir des prix plus élevés, parce que rien ne vient heurter l'expérience client avant, pendant et après. Je peux me permettre, Pascal, oui. Pierre, dans le cadre d'un groupe comme le nôtre, aujourd'hui, il y a plus de 1000 salariés. Ça veut dire qu'on doit estimer aujourd'hui que les 1000 personnes doivent suivre une formation de 7 heures, ou on peut le faire par délégation, par coaching, par nos académies, au travers de cette formation. Est-ce qu'elle peut être en délégation finalement, ou il faut partir directement sur la formation de 1000 personnes, 1000 fois 7 heures finalement? Non, ça représente quand même tout à fait. La formation n'est pas l'utilisateur, c'est le décideur ou l'acquéreur. Le salon indépendant, il va décider. Le salon indépendant va décider et acheter. Vous allez mettre en place une stratégie et de dire les franchisés, eux, sont acquéreurs parce qu'ils vont acheter au groupe, mais le groupe va pouvoir mettre en place la stratégie. Très bien.
Donc toi, c'est ton encadrement C'est et après, l'encadrement, c'est voilà, qu'est-ce que oui. tu vas mettre en place derrière pour garantir que tu respectes. Et ça, c'est important quand même parce qu'on reste quand même dans le cadre d'une obligation décrétale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne la mets pas en place, ça. derrière, je me fais taper dessus. Justement, Voilà, de manière claire. la question que j'allais te poser, à toi plus particulièrement, Sofiane, parce que c'est ton métier, concrètement, si un salon est contrôlé et que le responsable n'a pas suivi la formation, qu'est-ce qu'il risque? Alors, je pense qu'il y a peut-être des obligations particulières, Pierre, là-dessus. Oui, j'ai une précision. Chaque établissement doit déclarer la personne qui est titulaire du certificat biocide, que ce soit un salarié ou le gérant. Donc ça veut dire que le certificat est personnel, le collaborateur ou autre s'en va. Le chef d'entreprise doit soit se former pour être tranquille, soit former quelqu'un. Et doit déclarer son établissement auprès du ministère. C'est-à-dire que le ministère de la Transition écologique va savoir quels sont les établissements qui ont déclaré et qui est déclaré. Donc, Ok. Je pense qu'il y a des obligations, peut-être des amendes qui sont prévues dans le décret. Je n'ai pas lu le décret personnellement, mais il faudra regarder effectivement ce qu'il y a à ça. Est-ce qu'il y a une sanction particulière? Parce que c'est souvent ça, quand on crée des obligations, Oui, moi, on crée des sanctions particulières. Je pense notamment aux restaurateurs, par exemple, qui peuvent avoir une fermeture administrative Oui, voilà. Non, mais ou ce genre de choses. mais Est-ce que je pourrais avoir les mêmes conséquences demain dans les centres de coiffure? ça dépend, il y a des obligations, soit il y a des obligations particulières, soit ça rentre dans un package d'obligations générales que je vais pouvoir effectivement actionner pour telle ou telle sanction. Mais ce qui est sûr, c'est que si demain il y a un problème, une cliente ou un client qui vient et qui dit « moi j'ai été contaminé dans ce salon par une hépatite C ou je ne sais Ah oui, quoi là, ça peut coûter cher. clairement la responsabilité elle est engagée direct. Pourquoi? Parce que là on a une obligation Oui. qui est claire et qui est dans un décret. Donc si je n'ai pas garanti cette obligation, c'est fini. Alors, Pierre, j'ai un point, ça m'est arrivé d'avoir des contrôles de l'inspection du travail qui ferment de plus en plus. Alors, c'était des salons barbeurs, certains barbeurs, et notamment à Nice. on arrive sur ont- un terrain glissant, fais attention. Non, qui ont simplement été fermés par des manquements d'hygiène. D'accord. Et j'avais appelé le responsable d'une ville en demandant savoir si c'était une volonté de leur part de vouloir fermer certains salons ou si c'était une volonté de mise en conformité de ces établissements. Et c'était une réelle conformité, mais ils les ont fermés à cause d'absence et de manquement à l'hygiène. D'accord. Ça c'est toujours une possibilité effectivement et avec ce décret encore plus. Donc finalement, le message est simple, hein, désinfecter, oui, mais savoir ce qu'on utilise, comment, dans le respect de l'environnement et dans quel cadre légal, c'est l'intérêt de ce décret. Passé, je vous rappelle, le 1er janvier 2026, et donc c'est une obligation de formation. Vous retrouverez toutes les informations de Pierre Barré pour la société Hygiène Plus. C'est un coiffeur, hein, toutes les personnes qui sont aujourd'hui, sauf Sofiane évidemment. Sauf moi. Voilà, t'es pas coiffeur, mais Trop tard. c'est jamais Oui, trop tard. je peux toujours passer la formation, mais c'est vrai que j'ai du temps en plus. Mais il y a certainement un coup à faire. Je vais venir, tu vas Mais me c'est former. Mais c'est vrai que ce soit Pierre Barré pour Hygiène Plus, que ce soit Fabrice Célie pour Escobé ou que ce soit Pascal Coste, évidemment, que toutes et tous vous connaissez, ce sont des professionnels de la coiffure, ce sont des experts. J'espère en tout cas que les réponses qu'ils vous proposent répondent à vos attentes et puis permettent forcément d'avoir une réflexion pour vous permettre d'aller plus loin dans votre analyse et dans les choix décisionnels de votre vie d'entrepreneur. Merci Pierre en tout cas pour ces précisions. On comprend que cette réglementation évolue, mais que la profession doit évoluer en fait tout simplement avec elle. C'est tout à fait normal. C'est plus seulement un geste métier, le fait de nettoyer ou de désinfecter, mais c'est une responsabilité réglementaire et environnementale. Merci à vous quatre pour ces réponses. Nous abordons maintenant la dernière partie, la dernière chronique de cette émission, qui est une success story. Et vous vous doutez vers qui je vais me tourner. On a parlé des obligations, on a parlé des obligations, de la responsabilité, du cadre réglementaire. Mais être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est comprendre le droit, c'est anticiper les risques, c'est structurer son activité. Entreprendre en coiffure, c'est pas seulement respecter les règles, c'est aussi porter une vision. C'est construire, c'est prendre des risques, c'est se relever. Pour cette première mission, Pascal, je te remercie d'avoir accepté le rôle de parrain, entre guillemets, pour le Entre Coiffeurs le Mag et pour toute la communauté de coiffeurs qui nous regardent. Je suis très fier. Merci pour eux. Pour cette première mission, je voulais vraiment recevoir une personnalité qui incarne en fait l'entrepreneuriat dans la coiffure française. Un homme qui a pu transformer son salon en plusieurs centaines d'implantations. Un entrepreneur qui a structuré la distribution professionnelle, accompagné des milliers de coiffeurs et traversé plusieurs générations de métiers.
Avant de parler chiffres et stratégie, Pascal, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier salon? Bien sûr, ouvert le 18 novembre 1988. Voilà. Très précis. Avec 4 copains. Tu peux nous raconter cette anecdote? 4 potes, on était à Toulouse et je leur ai dit voilà, je pars à Nice parce que j'avais fait un pari. Donc je vais ouvrir mon premier salon. Et est-ce que vous me suivez dans l'aventure? Et les mecs, si on réussit, après je vous parrainerai tous parce que j'aurai peut-être un peu d'argent et ça vous permettra on s'associera et d'ouvrir d'autres salons. Et ça a démarré comme ça. Donc il y avait Laurent, il y avait Michel, il y avait Frédéric et moi-même. Donc on avait pris des assistantes pour la technique et le bac. Et puis l'aventure a démarré et c'était un grand moment. Alors, il y a un Frédéric, on peut peut-être donner Ah oui, son nom. Frédéric, l'ami de longue date, de toujours. Frédéric Moreno. Frédéric Moreno. J'ai rencontré Frédéric Moreno, on avait 14 ans, j'avais vendu ma mobilette. Donc pour te dire, c'est une longue... En plus, je l'avais déclaré volé, tu vois. Donc, comme il n'y avait pas de plaque d'immatriculation À l'époque, ça ouais. m'avait permis d'économiser un peu. Non, de grandes histoires avec Frédéric, il a fait partie du début de mon aventure. Ouais. Alors, est-ce que au début de cette aventure, tu étais dans quel état d'esprit en réalité? Écoute, j'étais dans l'état d'esprit de l'entrepreneur. Je sortais d'un groupe régional avec un patron qui m'avait donné la piqûre de l'entrepreneuriat. Donc l'objectif, c'était vraiment de créer un salon de coiffure et être le meilleur de la ville. Voilà. Donc surtout dans une ville que je ne connaissais pas. Donc j'ai débarqué réellement dans une ville où je ne connaissais personne. Et hormis mes 4 copains qui m'ont aidé à ouvrir. Et puis voilà, là, ça a été une aventure fantastique de trouver d'abord le local, ensuite les financements. Je me suis fait rétamer par je ne sais plus combien de banques. Tu as eu des difficultés pour Ça a financer été l'horreur. C'est pour ça que tu as appelé des amis du coup. Parce que- Oui, j'ai appelé mes amis pour être sûr de la qualité du service qu'on allait donner derrière. Je voulais vraiment les meilleurs du marché. Mais c'est simple, pour avoir mon petit apport de financement, pour tout dire, je coiffais avant ça un carrossier qui était devenu un ami. Je lui louais son garage le week-end. On achetait des vieilles coccinelles cassées, on les retapait, on les peignait en rose et on les vendait aux étudiantes. 2000 francs à l'époque. Et c'est avec ces petites coccinelles, j'ai dû en vendre une quinzaine toutes roses. Tu voyais dans Nice que des voitures roses. Donc, et j'ai démarré avec cet apport pour faire mon premier salon parce que les banquiers ne me suivaient pas. D'accord. Juste, il y a un truc que je trouve super dans ce que tu viens de dire. Tu sais, on dit souvent, il ne faut pas bosser avec des amis, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Tu prouves exactement le contraire. Ouais, et je vais aller plus loin. On dit qu'il ne faut pas bosser avec des amis, il ne faut pas bosser en famille. J'ai fait tout l'inverse. J'ai bossé avec des amis, je bosse avec des amis, et je bosse aussi avec la famille parce que dans la boîte, j'ai eu, je crois, 10 personnes de la famille, donc à des postes différents et autres, et je ne m'en suis jamais plaint. Donc ça a toujours été une très très belle histoire, donc finalement je vais à contresens de ce qu'on pourrait dire. Alors, est-ce que quand tu as pris ce premier salon, tu avais déjà imaginé construire un groupe de cette taille? Non, jamais de la vie. Voilà, l'idée du premier, c'était réussir, être le meilleur du quartier, le meilleur de la ville. Puis au bout de 6 mois, j'avais les comptes en banque bien remplis, une trésorerie très forte. Et là, un challenge, homme de goût, homme de challenge, j'ai lancé l'idée avec ces 4 potes en disant, on va faire un concours, et celui qui va gagner le concours, donc j'ouvre un deuxième salon et je m'associe avec lui et il sera manager associé du deuxième salon. Donc ça a démarré comme ça. Évidemment, c'est Fred qui a gagné parce que c'était un loup de première. Donc Frédéric a gagné, on a le projet du deuxième salon, le deuxième salon ouvert. Et là, par contre, je n'avais pas imaginé que dans la positivité du management, j'allais créer de la déception. Et évidemment, les 3 autres m'ont dit au retour, ben finalement, Fred, il a gagné, Fred, il est associé avec toi, Fred, il a son salon, toi, tu as ton salon qui cartonne encore plus parce qu'on a tous donné à fond pour tout ça. Et alors, et nous, c'est quoi la vie? Et ben, j'ai dit, vous avez raison les gars, on recommence. Et j'ai recommencé comme ça. Et la fierté, c'est qu'ils ont tous été installés, ont tous eu des carrières différentes. Voilà. Alors, c'est marrant parce que tu n'as pas l'ambition dès le départ, mais finalement, c'est une succession d'opportunités. La vie, c'est ça, de toute façon. Je crois que la vie, c'est les opportunités. On avance pas à pas. Tu sais, quand tu montes une échelle, c'est barreau par barreau. Voilà, step by step. Et ben, ça a été ça. Et ça se fait comme ça. Boulimique de travail, boulimique. Et puis, je crois que j'ai eu la chance d'avoir toujours autour de moi des équipes fantastiques. Et la réussite d'une entreprise, c'est, tu sais, c'est Paul Ricard qui l'avait dit, et sa phrase est magnifique, je l'utilise souvent, c'est jamais un homme qui réussit, c'est une équipe. Et que j'ai eu un salon
avec une équipe de 4 potes qui a réussi à aujourd'hui 300 salons avec plus de 1000 personnes, ben c'est parce que derrière moi, il y a des gens extraordinaires qui font la force de cette entreprise. Donc la valeur de l'équipe qui a fait ma force. Moi, je suis comme pion en haut avec une baguette magique finalement qui bénéficie de plein de choses. Alors un pion quand même avec un certain rôle, une certaine prise de risque, parfois des moments difficiles. On parle souvent de la réussite. Ouais. Mais pour toi, quel a été le moment le plus difficile dans ta carrière? Ah ben, les échecs, il y en a toujours eu, bien sûr, plus ou moins importants. Le plus gros que j'aurais pu prendre en compte échec, c'est il y a 3 ans quand j'ai décidé de rentrer en guerre, tout simplement, où j'ai pris un risque à 58 ans de partir en guerre dans ce que j'estime une fin de carrière, finalement, en guerre contre des financiers, en guerre contre un système. Et j'ai exposé ma société en risque à un moment donné où j'ai estimé qu'elle ne devait pas subir l'après-Covid, le PGE, des décisions d'État qui pour moi étaient contraires à l'évolution d'une entreprise. Et donc je me suis armé de la meilleure équipe possible avec véritablement des équipes en interne, des équipes en externe, avec des auditeurs, avec des avocats, des juristes de grand nom. Et je leur ai dit, voilà, aujourd'hui cette entreprise subit le marché économiquement et financièrement, elle se doit de partir au combat. Donc on a tenté ce combat, ça a été 3 ans de combat, 3 ans forts, pression énorme, des moments de doute vraiment, des très gros risques de tout perdre, de tout perdre. Mais il fallait mener ce combat parce que je suis un challenger. Donc quand on rentre sur le terrain, quoi qu'il se passe, quel que soit l'adversaire, c'est pour gagner. Voilà. Et ben voilà, j'ai appris il y a quelques jours que j'avais gagné, que l'entreprise avait gagné, et donc ce qui va donner un poumon d'oxygène, en fait un degré d'oxygène à l'entreprise énorme et qui va lui permettre de repartir et surtout d'afficher aux yeux de ses salariés qui ont eu peur eux-mêmes, parce que j'ai toujours été transparent dans la communication, j'ai été clair avec nos fournisseurs, avec nos partenaires, j'ai usé de transparence. Et puis aujourd'hui, c'est la beauté d'une victoire. Donc j'ai commencé toutes mes visios avec tout le monde, avec le staff, avec les cadres, la semaine prochaine avec les franchisés, pour expliquer cette grande victoire. Mais encore une fois, comme je vais bien l'expliquer, ce n'est qu'une victoire, mais le championnat n'est pas fini. Voilà, parce qu'une entreprise, tous les 31 décembre, elle remet les compteurs à zéro et elle recommence. Donc on a gagné cette année le championnat, mais l'économie en plus c'est compliqué. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui tout est facile. On est dans une conjoncture compliquée, donc je leur explique que la victoire est là, on a osé, on a gagné, on va avoir de l'oxygène, de la force et de la puissance, mais le combat reste à faire. Alors d'abord, on sent l'esprit du sportif. Du sportif que tu es, donc que j'admire beaucoup. Ensuite, bravo pour cette belle victoire, et j'espère d'ailleurs qu'elle fera peut-être un jour jurisprudence pour toutes celles et ceux qui ont contacté un PGE et qui galèrent encore 4-5 ans après à essayer de le rembourser. C'est une contrainte supplémentaire, et cet alourdissement des charges a été combiné à l'explosion des autres charges qu'on connaît tous, les loyers, les assurances, les frais, la vie, tout simplement au quotidien. Et s'il n'y avait pas eu ces 2 facteurs combinés, peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait des entreprises... Il y aurait moins d'échecs. Il y aurait moins d'échecs. Clairement, il y aurait moins d'échecs. Le PGE a été très très mal géré par notre État, je n'ai pas honte de le dire, voilà. Donc il a été étouffant, il n'a fait que... J'ai l'image en fait que nos politiques à un moment donné avaient un mur fissuré, et plutôt que de casser la totalité du mur pour faire quelque chose de bien propre, ils se sont contentés de compléter la fissure, donc ils n'ont rien arrangé du tout, et ils n'ont fait qu'enfoncer certaines entreprises gravement, quoi. Alors, quand on vit des moments aussi compliqués que ça, tu as des dizaines de millions d'euros en jeu, des centaines probablement, est-ce que tu as envie par moment de tout arrêter, de tout lâcher? Honnêtement, oui. Il y a eu des moments où, parce que j'ai la chance aussi d'arriver en fin de carrière et de se dire c'est bon, ça fait 40 ans que tu es sur les planches et tout. Et il y a eu des moments de doute, bien sûr. Il y a eu des moments où je suis rentré dans le bureau du DG après une défaite, pendant le parcours tout simplement, en lui disant écoute, c'est pas grave, on a fait de belles choses, on arrête tout et puis c'est comme ça. Et il s'est levé, il m'a dit tu t'assis, tu te tais et tu m'écoutes. Et il y a 1000 personnes derrière nous. Tu leur as promis que tu allais gagner et tu vas aller au bout de la victoire. Donc tu vas reprendre, oui, tu vas prendre des baffes, bien sûr, tu vas prendre des coups, mais tu les acceptes. Et il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est la victoire. C'est comme dans le sport, on ne se rappelle que du numéro 1, on ne se rappelle jamais du numéro 2, jamais du numéro 3 et encore moins du numéro 4. Donc il m'a fait comprendre ce jour-là que si on était rentré dans ce combat, c'était pour gagner et qu'il était hors de question que je lâche en cours et que je nous donne
donné chance à nous tous, parce qu'encore une fois, je représentais quand même 1000 familles derrière, en direct dans cette entreprise, plus nos franchisés qui avaient confiance en nous, à qui on avait donné toute la transparence sur le dossier. Et donc, je n'avais pas le droit d'abandonner. Mais oui, en tant qu'homme, il y a eu 1 ou 2 fois où j'ai douté, et que tout d'un coup, vous retournez en vous disant, mais la vie, c'est aussi la famille, c'est ici, là. Mais non, quand on est un bâtisseur, on doit affronter les difficultés, et puis y croire. Voilà. Alors, merci pour ce message, parce qu'on s'imagine, il y a beaucoup de coiffeurs indépendants qui vont nous regarder et qui voient Pascal Coste en haut de la coiffure aujourd'hui en France, et on peut avoir cette image de se dire, mais lui, il n'a pas de problème. Si. Preuve que si, mais il fait comme vous, et il se bat, il se relève, il prend des claques, il prend des coups, peut-être même plus que une partie des autres entreprises en coiffure. Les défaites qu'on apprend aussi. Qu'on grandit en tout Voilà, cas. on grandit dans les défaites, et puis c'est important, mais je crois que du plus petit au plus gros, on a tous des difficultés, et on doit les affronter. Il y a quelque chose que je trouve de très inspirant dans ce que tu viens de dire, et qui est très français en fait, et c'est un philosophe qu'on a un peu tous oublié, qui s'appelle Bergson, qui est un philosophe très intéressant, parce que aux États-Unis, on parle beaucoup de vision, de ce qu'il faut faire pour le futur, etc. Lui, Bergson, il est vraiment dans l'exécution. Et il dit, un bon entrepreneur, en fait, c'est ce qu'on peut comprendre de sa philosophie, c'est quelqu'un qui exécute et qui se prend des baffes et qui n'en prend pas qu'une seule. Et en fait, c'est ça, quand tu utilises l'allégorie de je bâtis, etc., c'est parce qu'en fait, on est dans l'exécution. Si on veut aller aussi loin que Pascal Coste aujourd'hui, bah, en fait, il faut cette idée de se dire, en fait, je vais sauter mais sans parachute, et je vais exécuter, et je vais y aller, et je vais prendre des risques, et je vais apprendre, et je vais rebâtir, parce que je vais apprendre de mes erreurs. Et je crois que ça, en fait, on l'a un peu oublié. On rêve tous de se dire ah mais j'aurai la bonne idée qui va faire que. Non, c'est pas la bonne idée. Il faut y aller. On se dit qu'il a de la chance. Non, mais ça n'existe pas. Dans Disney, ça existe. Oui. Mais ça, il faut arrêter avec ça. La seule vérité qui compte, c'est qu'il y a des gens comme Pascal, mais il y en a d'autres aussi en France, hein, bien sûr, qui se disent, en fait, on va arrêter de tourner en rond, on va y aller, on fait, et puis on voit ce qui se passe. Et après, bah, tu y arrives ou tu n'y arrives pas. Mais il y en a plein des exemples comme ça. Hein. Jean-Michel Aulas, il a coulé 3 boîtes avant d'y arriver. Hein. Donc voilà. En tout cas, merci pour ce message positif et un très très bon rappel. Merci beaucoup, Sofiane. Je reviens à toi, Pascal. Je constate, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, et l'objet de cette émission d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle existe, la coiffure évolue. Oui, très vite. Aujourd'hui, par exemple, on voit monter le coworking, l'indépendance, la micro-entreprise. Comment tu regardes cette évolution? Quel regard tu portes sur la coiffure? Écoute, aujourd'hui, il y a une remise en question totale. Voilà. Clairement, je sais que nous, on a créé une cellule de crise à l'intérieur de notre groupe pour réfléchir sur la coiffure de demain. Je crois qu'on peut dire qu'on a été des précurseurs. Nous avons été les premiers à créer un site de vente en ligne en 2008, qui est devenu leader sur le marché, qui aujourd'hui est adossé à un très gros opérateur européen. Donc on a eu cette intelligence, entre guillemets, de rentrer dans un marché qui n'avait rien à voir avec le nôtre. C'est un marché de logistique, de référencement et autres, alors que nous, à la base, on est plus des prestataires de services. Donc on a su ouvrir le panel de l'omnicanalité, finalement, puisque Pascal Coste, c'était de la succursale, de la franchise, et puis du digital. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut se réinventer encore, ne pas se contenter de ça. On est en train de réfléchir, de nouveaux concepts, derrière un modèle de franchise qui est différent, avec une adaptation, je dirais, plus précise, donc de remettre en question. Je suis très à l'écoute sur le coworking, sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui, parce qu'on ne doit pas rejeter tous ces projets, on doit y faire attention par contre, on doit adopter tous ces nouveaux marchés. Donc aujourd'hui, on est dans l'innovation, dans la réflexion, et oui, on est sur un nouveau grand projet, donc qui devrait naître incessamment sous peu. Tu es au courant d'ailleurs. Donc, pas du tout. Je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui, mais on est obligé de se réinventer. De toute façon, je veux dire, rien n'est acquis dans la vie. Voilà, et c'est une remise en question permanente. Donc aujourd'hui, on a tout remis sur la table avec des moyens phénoménaux, et on est en train de repenser un nouveau schéma qui va être un plus par rapport à ce que nous étions. On n'efface rien, on ajoute du plus. Alors justement, si tu avais 25 ans aujourd'hui... J'ai 25 ans. C'est vrai, oui, bien sûr. J'ai coloré les cheveux, mais... Disons que si virtuellement, tu avais 25 ans, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu te lançais en coiffure? Pareil. La rage. La rage, toujours. La rage, toujours. Si tu veux, moi je suis issu d'un niveau très modeste, avec des parents très modestes qui m'ont amené une éducation fantastique et qui ont su me donner le maximum de ce qu'ils pouvaient me donner. Et donc c'est ce qui m'a donné certainement cette rage d'entreprendre, de construire, de prendre des risques, de prendre des baffes, de se relever. Je referai
ma vie serait identique. Si demain j'ai la chance de revenir sur Terre, et si je ne suis pas un animal et que je reste un humain, donc en réincarnation, je demanderai de reproduire exactement pareil, je donnerai autant, je referai pareil. Donc clairement, la petite différence, c'est que peut-être que j'en tenterai mon aventure aux États-Unis plus qu'en France. Parce que là-bas, j'ai l'impression qu'au lieu de faire 300 salons, j'aurai peut-être aujourd'hui 2000 ou 3000 salons, parce que j'ai l'impression que l'économie, ou en tout cas le système permet d'aller fort et vite. Voilà, c'est peut-être ça la seule différence. Mais c'est une image que j'ai parce que je regarde la télé comme tout le monde. Donc, Même avec le contexte actuel qu'on connaît aux États-Unis. Ah ouais, même avec le contexte actuel, j'ai le sentiment de cette... Je parle des entrepreneurs, je ne veux Oui. pas rentrer dans de la politique. Oui, hein. non. Donc, mais dans le système de l'entrepreneuriat, Oui. je veux dire, on a une liberté quand même. Il y a plus de chances de réussite là-bas. J'ai de beaux exemples d'amis qui sont partis là-bas et qui ont des réussites fantastiques dans d'autres domaines. Donc voilà, mais je regrette rien. Et puis je dis ça de manière de meubler et de te faire plaisir. Mais en fait, je suis français, je veux rester français. Je recommencerai exactement pareil. Merci Mais pour peut-être ça. avec moins d'erreurs et j'aurai plus de salons à la même heure. Merci pour ce message, encore une fois. Je voudrais maintenant qu'on parle aux indépendants en fait, qui nous regardent. Il y a beaucoup de coiffeurs indépendants qui vivent une pression économique forte aujourd'hui. Est-ce que le métier est devenu plus dur? Oui, mais comme tous les métiers, parce que la France va mal, on ne va pas se le cacher, et qu'on est tous pressurisés, du plus petit au plus gros. J'ai envie de dire aux petits, accrochez-vous, croyez en vous, croyez en votre qualité, croyez en votre travail, parce que c'est comme tout, hein, on va arriver au fond de l'eau, hein, on est au fond de la piscine, et à un moment donné, il va falloir remonter, refaire surface, et on va tous le faire. Donc ne lâchez rien. Et il est important aujourd'hui de comprendre que, oui, bien sûr, tout explose en ce moment, les charges, je veux dire, les loyers, c'est compliqué, mais il y a des méthodes, entre guillemets, pour essayer de passer au travers et surtout de ne pas se décourager. Voilà, mais ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on souffre plus. Au contraire, Oui. à tout niveau, on souffre. Alors, justement, tu penses qu'on peut encore arriver en coiffure sans devenir un groupe? Bien sûr. Encore plus même, je dirais. Bien sûr, l'excellent indépendant, le roi du quartier, existe et existera toujours. Voilà, donc j'y crois fortement et ces gens-là, ces personnes qui ont cette identité, doivent vraiment croire en eux et se dire que tout est possible, bien sûr. Sinon, ce n'est pas la peine d'exister. Donc, au contraire, mais qu'ils se donnent les moyens de formation, de qualité, de marketing, d'innovation, de gestion, d'avoir des bons accompagnements. Encore une fois, du plus petit au plus gros, c'est l'équipe que vous allez avoir autour qui va vous aider à réussir. Alors, précisément, ça c'est un point intéressant. Si tu devais résumer en une phrase ce qu'est un bon entrepreneur en coiffure, ça serait quoi? Moi, j'aurais tendance à dire, ma phrase type, c'est les limites sont faites pour être dépassées. Et donc, parce que l'entrepreneur, il doit construire, il doit avancer, il doit... Voilà. Donc, le bon entrepreneur en coiffure, il doit se poser la question tous les matins et de se remettre en question tous les soirs et de faire cette analyse parce que dans la vie, rien n'est acquis. Voilà, rien n'est gagné. Moi, j'aurais pu le penser, eh ben non, j'aurais pu m'écrouler, j'aurais pu tout perdre, entre guillemets. Donc, mais ça demande vraiment de grandes réflexions. Et voilà, l'entrepreneur, il doit se remettre en question tous les matins, tous les soirs, pour faire le point. Alors, dernière question pour conclure cette interview Success Story. Quel conseil tu donnerais à un coiffeur là, qui pense fermer son salon cette année? Appelle-moi. Sérieusement? Sérieusement, bien sûr, ne ferme pas. Il y a toujours des solutions à tout. Faut-il analyser, auditer, voir ce qui va pas, contrôler. Voilà, je veux dire, donc, il n'y a pas de raison. Voilà. Ou alors, c'est véritablement une catastrophe. Il est très mal placé, il est très mauvais, il parle très mal, il ne se lave pas, il pue quand on rentre dans son salon. J'exagère, mais ce n'est pas vrai, c'est pas ça. Donc, non, peut-être qu'il a été mal entouré, mal conseillé, mal accompagné, mal guidé, et que des fois, souvent, peut-être, c'est le côté isolement qui fait qu'on s'enferme et puis on se meurt de sa propre mort. Tu sais, moi j'ai vu, on a fait des audits et j'ai vu des salons de coiffure où j'ai connu la génération des parents. Et puis après, il y a eu les enfants qui ont pris la suite. Et puis tu rentres dans le salon, c'est toujours le même. À la limite, il y a eu un coup de peinture, mais il n'y a rien qui a vraiment changé. Et l'état d'esprit est toujours le même. Et j'en reviens à ce qu'on a essayé de former, nous, nos managers et nos cadres, tout à l'heure. Ce que je disais, c'est de se remettre en question par rapport à la génération. Moi, aujourd'hui, ma culture de management n'est pas la même qu'il y a 15 ans en arrière. Donc, parce que je m'adresse à des jeunes de 25 ans, de 30 ans. Donc, et c'est ça.
que doit repenser le patron d'aujourd'hui. Mais peut-être que s'il est seul, il n'imagine pas, il ne le voit pas, et il s'enferme, il s'enterre. Donc il n'y a pas pire que d'être seul dans la vie. Un petit Donc, message. être bien entouré est important. Je t'invite à faire un petit face caméra, à parler aux membres d'Entrecoiffeurs. Eh bien, chers membres, vous êtes dans un métier passionnant, vous êtes dans un métier de réussite, vous êtes dans un métier de paillettes. Et croyez-moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise et qui rêveraient d'être dans notre métier parce qu'on a la mode, on a la beauté, on est l'excellence en nous-mêmes. Donc certes, la conjoncture est difficile, mais il ne faut jamais lâcher les bras. Moi, je vous encourage, surtout si vous vous sentez seul, isolé, soyez bien accompagnés. Voilà. Essayez de trouver des idées, mais vous ne les trouverez jamais tout seul. Ma force, c'est tout simplement que mes équipes ont toujours été solidaires derrière. J'ai su les choisir peut-être, certes, mais c'est votre rôle aussi d'être entouré. Une famille est réussie quand elle est belle et qu'elle est entourée. Quand une personne est toute seule et isolée, elle s'enferme, elle s'enterre et elle se meurt. Une entreprise, c'est pareil. Donc ne restez pas seul, ne restez pas isolé. C'est véritablement le conseil que je puisse vous donner. Et je vous dis tout le meilleur du monde pour vous et puis bonne chance. Merci Pascal pour ce regard à la fois lucide et inspirant. C'est déjà la fin de ce premier numéro. Nous avons parlé de droit, nous avons parlé de responsabilité, de réglementation, nous avons parlé de modèle économique, de risque, mais aussi de vision. La coiffure n'est pas un petit métier, c'est un métier d'entreprise, c'est un métier d'engagement, c'est un métier qui demande aujourd'hui autant de lucidité que de talent. Entreprendre en coiffure, ce n'est pas seulement bien couper, c'est comprendre son cadre, c'est structurer son modèle et décider en conscience. Entrecoiffeur, le MAG n'est pas là pour vous dire quoi faire, mais il est là pour vous donner les éléments pour mieux décider. Merci à nos invités, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un numéro d'Entrecoiffeur le MAG. Je vous rappelle, chaque premier dimanche du mois, vous retrouverez un nouvel épisode. En attendant, je vous dis merci et à très bientôt.